Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, une question. L'heure est-il au règlement de compte au sein du couple exécutif sénégalais? Pour la première fois, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est attaqué frontalement au président Bassirou Diomaye Faye, son ancien allié. Manque de soutien, blocage au sein du parti PASTEF, complot en coulisses. Explication à suivre dès le début de ce journal. À la une aussi, les funérailles d'un vendeur ambulant kényan abattu par la police lors des dernières manifestations antigouvernementales en début de semaine. Boniface Kariuki est devenu malgré lui un symbole des protestations contre le régime Ruto. Ce lundi, ce sont 38 personnes qui ont été tuées et plus d'une centaine d'autres blessées. Et nous parlerons d'une œuvre emblématique de la littérature africaine qui prend enfin vie sur grand écran. Une si longue lettre. Le roman culte de Mariama Ba est enfin adapté au cinéma par la réalisatrice sénégalaise Angèle Djaban. Un film poignant sur l'émancipation, la trahison et la résilience des femmes. On ouvre ce journal par une scène qui s'est déroulée à Dakar devant les cadres du PASTEF. Ousmane Sonko, Premier ministre sénégalais, a pris tout le monde au court en s'en prenant directement au président Bassirou Diomaye Faye. Un discours offensif, accusateur, où il dénonce l'inaction présidentielle, l'émergence des clans hostiles en interne et rejette toute idée de démission. Le tandem à la tête du Sénégal, autrefois soudé, est-il en train de vaciller? Les explications de notre correspondant à Dakar, Eliman Ndao. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, lors de ce Conseil national du PASTEF, le parti au pouvoir, affirmait son leadership à la tête du parti. Il s'est également attaqué à plusieurs corps frontalement, la magistrature, la presse, la société civile, l'opposition, mais aussi son propre camp. Ousmane Sonko a ciblé également le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Je vous propose de l'écouter. Président Diomaye Faye. Le président Diomaye peut mettre fin aux multiples attaques verbales contre ma personne. Pourquoi il ne le fait pas? C'est une autre question. Le Sénégal a un seul problème. Un problème d'autorité. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités par rapport à cette situation. Par rapport à cette situation-là. Une déclaration d'Ousmane Sonko très commentée par les Sénégalais, par la presse, mais aussi par l'opposition. Le président de la République, de son côté, n'a pas publiquement ou officiellement réagi à ces propos. Bassirou Diomaye Faye, fraîchement de retour des États-Unis, où il a été invité en compagnie de 4 autres de ses homologues africains par le président américain Donald Trump. On passe au Kenya, où se sont déroulées ce vendredi les funérailles de Boniface Kariuki, un vendeur ambulant devenu symbole des manifestations antigouvernementales. Il a été abattu par la police en début de semaine. Ce lundi, en tout, ce sont 38 personnes qui ont été tuées et plus de 130 autres blessées, sans compter les disparus. Le récit de Clémence Valère. Un dernier hommage à Boniface Kariuki avant l'adieu. Le jeune vendeur ambulant kényan est décédé le 30 juin, 2 semaines après avoir été grièvement blessé par un tir à bout portant lors des manifestations qui ont secoué le Kenya. Pour ses proches, sa mort est une immense perte. La dernière semaine que tu as passée à l'hôpital a été la plus difficile pour nous tous. Nous espérions que tu te rétablirais complètement et que tu serais réuni avec nous. Lorsqu'il a été abattu, nous étions avec lui et nous vendions simplement des masques. Depuis plusieurs semaines, le Kenya connaît une vague de manifestations antigouvernementales et anti-violences policières qui ont dégénéré en affrontements violents avec les forces de l'ordre. Les autorités ont régulièrement utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc. Des commerces ont été saccagés ou pillés et des dizaines de personnes ont été tuées. Mercredi dernier, le président William Ruto s'est engagé à mettre fin à ce qu'il a appelé l'anarchie dans le pays, menaçant les pillards de répression ferme. Quelqu'un qui brûle les commerces des autres, qui met le feu aux biens des autres. On devrait lui tirer une balle dans la jambe, l'emmener à l'hôpital et le traduire en justice. Cet appel a incité les chefs de l'opposition à demander sa démission, estimant que l'ordre était inconstitutionnel.
On connaît désormais la date de la prochaine présidentielle camerounaise. Le président Paul Biya a signé ce vendredi le décret qui convoque officiellement le corps électoral et ça sera le 12 octobre prochain. Dans les 10 prochains jours, nous aurons normalement les intentions de candidature, notamment celle du président au pouvoir depuis 1982. Après plusieurs mois de tension entre les autorités guinéennes et le géant minier émirati EGA à travers sa filiale guinéenne, Conakry vient de mettre fin à la convention qui l'a liée justement au groupe émirien. La Guinée reproche au géant minier de ne pas respecter ses engagements pris lors de la signature de la convention. Deuxième producteur mondial de bauxite, les autorités guinéennes ont engagé depuis quelques mois un bras de fer avec plusieurs sociétés minières. Les explications avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Dans son communiqué, le géant minier Emirat Global Aluminium fustige, je cite, une résiliation sans justification et annonce engager une procédure nécessaire de suppression importante de postes qui touchera dans un premier temps plus de 2000 salariés et sous-traitants. Plus loin, l'entreprise dénonce une mesure qu'elle estime, je cite, illégale et arbitraire. Pour l'heure, Conakry n'a pas réagi à cette résiliation. Mais en octobre dernier, les autorités avaient accusé Guinea Aluminium Corporation, filiale guinéenne du géant minier, de n'avoir respecté ses engagements de base lors de la signature de la convention, notamment la construction d'une raffinerie sur le sol guinéen. Ils avaient interdit au groupe l'exportation de sa bauxite et lui avait lancé en mai un ultimatum de 45 jours pour démarrer les travaux de sa raffinerie en Guinée. Le géant minier envisage désormais engager une procédure judiciaire devant les tribunaux internationaux contre la Guinée. Cette résiliation intervient dans un contexte déjà très tendu entre Conakry et plusieurs sociétés minières. En mai dernier, Conakry avait déjà retiré le permis d'exploitation d'une centaine de sociétés pour, dit-il, je cite, non-respect du code minier. Direction Abidjan pour l'Ivoire Tech Forum, 1500 participants pour un salon qui souhaite mettre en avant les acteurs de l'économie numérique. Le pays compte ainsi entre 250 et 300 start-up actives selon le gouvernement, des jeunes pousses qui cherchent à attirer les investisseurs. Julia Guggenheim. Parmi les nombreuses solutions innovantes présentées ici, l'application Yodan tente d'œuvrer pour la bonne santé mentale des salariés. Elle propose des évaluations psychologiques, un centre d'écoute et des téléconsultations à travers son application. Aujourd'hui, 2000 salariés en bénéficient déjà. Yodan aujourd'hui vient répondre à un problème. Celui du stress, du burn-out qui détruit un grand nombre d'employés, mais également la problématique des pertes financières que les entreprises ont du fait de la mauvaise gestion de la santé mentale. Aujourd'hui, malheureusement, en Afrique et en Côte d'Ivoire, la santé mentale est assez stigmatisée. La personne peut avoir sa connexion et discuter avec son professionnel de santé depuis chez elle à la maison en toute discrétion. Dans le pays qui compte 300 startups selon les autorités, le défi du financement reste absolument majeur. Ainsi, le ministre de la Transition numérique a annoncé le lancement d'un fonds de 100 milliards de francs CFA, soit 150 millions d'euros, justement pour financer l'accélération de la digitalisation. L'État va financer ce fonds à hauteur de 25% et le forum doit justement lui permettre d'obtenir le reste en financement privé, un moyen d'accélérer un petit peu encore la cadence alors que l'État espère multiplier par 4 le nombre de start-up d'ici 5 ans. Et c'est d'ailleurs à Abidjan que le journaliste béninois Komlan Hugues Sosoukpe a disparu depuis ce jeudi, selon sa famille. Le directeur du site Olofo est une des voix les plus critiques du pouvoir au Bénin. Lanceur d'alerte, il vivait déjà en exil au Togo depuis plus de 6 ans. Ses conditions de disparition restent encore floues. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il avait été invité à participer à un événement organisé par le ministre ivoirien de la Transition numérique. Il était arrivé ce mardi et devait quitter Abidjan le 13 juillet. On passe à la culture dans ce journal avec un film qui était très attendu au Sénégal et bien au-delà. Une si longue lettre réalisée par la réalisatrice sénégalaise Angèle Diaban transpose au cinéma le roman culte de Mariama Ba de 1979 et étudié par des générations d'élèves, y compris par Angèle. On y suit le récit de Ramatoulaye, femme moderne trahie par son mari après 25 ans de mariage en prenant
une deuxième femme plus jeune. Et on écoute un extrait de notre entretien enregistré plus tôt où Angèle Diamant nous explique la résonance du film avec l'actualité au Sénégal. On écoute. Elle a écrit son roman en 1979. On est en 2025. Mon film est placé au lendemain de l'alternance en 2000, mais on a l'impression que les choses n'ont pas changé, malheureusement. Quand on parle des droits de la femme, de la question de la polygamie et tout ça, ça n'a pas vraiment évolué. Au contraire, on est revenu un peu en arrière sur cette question-là. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant d'attachement. Sur le film aussi, les gens sont en train de reporter leur amour pour le livre dans le film parce que toutes les questions que pose Mariama dans son livre sont redevenues très actuelles, malheureusement. Le Sénégal est un des rares pays où quand même la parité fait partie du fonctionnement. Et pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de divorces et de chamboulements dans les familles parce que justement, moi, je pense qu'on en demande un peu beaucoup à la femme. On veut qu'elle soit indépendante, qu'elle voyage, qu'elle travaille, qu'elle paye tout à la maison. Et en même temps, on veut le soir, qu'elle soit la femme, on va dire... soumise, silencieuse, qui ne doit pas participer aux décisions. Et ça devient presque schizophrénique pour la femme de devoir jouer. Autant réussir la femme moderne que tu dois être pour aider à la maison, les finances, et aussi être la femme traditionnelle et soumise et qui n'a pas le droit ni à la parole, ni... Donc c'est très lourd pour la femme et très épuisant. Et on termine avec un défilé hors cadre, hors norme, hors temps face à la Tour Eiffel. Sur les flots de la Seine, le collectif d'Adama Paris a transformé les péniches en passerelles de mode et de mémoire. Pour cette édition 2025, la Black Fashion Experience célèbre les identités noires, les héritages africains et une créativité sans frontières. Une dizaine de designers, une même ambition, faire de la mode un manifeste. Aurélie Kouman et Adi Minté s'y sont rendus et ils ont rencontré Adama Paris pour sa marque et Hélène Dabadiouf, créatrice de la marque Sisters of Africa. On écoute. Faire une croisière de la mode et de l'excellence africaine sur la scène, c'est tout un symbole. Ça représente notre ancrage, ça représente notre liberté, ça représente aussi une Afrique qui s'affirme, en fait, qui n'a pas besoin de permission, qui n'a pas besoin de validation. Voilà, Paris est notre terrain de jeu, comme le monde est notre terrain de jeu. Je pense qu'un défilé au pied de la Tour Eiffel, c'est un vrai message, un grand message. En tout cas, ça envoie beaucoup de choses. Ça montre que le Made in Africa a sa place en France, a sa place un peu partout dans le monde. Et c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier de Dakar à Nairobi en passant par Washington. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.